Nous nous retrouvons pour poursuivre le cours sur le bonheur. La relativité définit-elle l'essence du bonheur ou bien son échec? On avait vu dans la première partie la question de la relativité que nous avons amplement discuté. Et voilà, moi je vous ai présenté la thèse selon laquelle la relativité ne décrit pas l'essence du bonheur, mais plutôt son échec. Et à présent, du coup, voilà, logiquement, je voudrais vous présenter une thèse relative, enfin, qui se prononce pardon, sur la nature du bonheur, tout à fait typique de ces projets antiques de sagesse, à savoir la thèse épicurienne, hein, la théorie du bonheur selon Épicure, qui est tout sauf relativiste. Alors, j'affiche l'image et je vous présente la vie heureuse, la vie bonne, comme la vie de plaisir. Alors, on va commencer d'abord par réfléchir un peu sur la notion de plaisir, puisque c'est vraiment le guide de la philosophie épicurienne, et même, en fait, selon Épicure, c'est même le guide de la vie, hein, tout simplement. Alors, pour en fait le montrer, il s'appuie sur des exemples très classiques et très intuitifs qui sont l'exemple de l'animal et l'exemple de l'enfant. C'est-à-dire que si on examine la façon dont vivent les animaux, ou encore si on examine la façon dont se comportent les enfants, on s'apercevra que les uns et les autres se laissent guider par le plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de confiance naturelle des êtres vivants à l'égard du plaisir, comme si le plaisir en fait était en quelque sorte un instrument destiné à nous guider. Hein. Et donc voilà, un enfant dans sa naïveté ou un animal dans son innocence se laisseront aiguiller par le plaisir, et quand par exemple ils seront mis en présence d'un mets, d'une nourriture bonne pour leur organisme, eh bien en fait le plaisir va les diriger automatiquement vers cette nourriture, et à l'inverse, lorsqu'ils seront mis en contact d'un aliment mauvais pour leur organisme, en fait, le déplaisir, hein, la douleur, la souffrance, va les détourner de cette même nourriture. C'est-à-dire que si vous prenez un enfant, bon, vous lui proposez du café, du vin, alcool, cigarette, etc. Bon, en fait, il va s'en détourner avec dégoût parce que son corps en fait réagit, son corps est fait pour réagir négativement à l'égard des sollicitations qui correspondent à des choses, disons, mauvaises pour sa santé, quoi. Et même chose avec les animaux. Alors, on pourrait se dire c'est formidable, la nature est vraiment parfaitement bien faite, c'est-à-dire que bon, en fait, si vous voulez, la définition du plaisir, selon Épicure, c'est que le plaisir, c'est un signal de ce qui est bon pour le corps, et puis la douleur ou le déplaisir sont au contraire des signaux de ce qui est mauvais, ce qui est nocif pour notre organisme, voilà, tout simplement. Et le problème, en fait, c'est que les enfants, passé un certain âge, enfin, en fait, lorsqu'ils deviennent plus grands, quoi, lorsqu'ils sortent de l'enfance, pardon, parviennent à prendre du plaisir dans les choses qui, en réalité, sont nocives pour eux, c'est-à-dire que finalement, les produits dont j'ai parlé tout à l'heure, la première fois, l'enfant les repousse avec dégoût, la deuxième fois aussi, la troisième fois, et puis en fait, finalement, au bout d'un moment, on parvient à y prendre plaisir. Et les adultes, en fait, les adultes humains sont passés maîtres dans l'art de prendre plaisir à des choses qui, dans le fond, sont quand même mauvaises pour eux. Et c'est tout le problème, en fait. De l'être humain, c'est qu'il est capable de se plaire à des choses qui le détruisent, hein, à des choses qui finalement deviennent mauvaises pour lui. Alors, voilà, l'homme s'égare dès qu'il s'éloigne en fait du guide naturel. La nature est toujours un bon guide, et l'homme s'égare en fait, se fourvoie dès qu'il prend ses distances par rapport à ce guide naturel. Et donc nous prenons plaisir à nous prenons plaisir, oui, à de faux plaisirs, enfin des expériences qui en fait en elles-mêmes ne sont pas vraiment plaisantes, mais que nous allons apprécier en fait à cause du regard d'autrui, à cause de finalement de l'opinion. C'est pour cela que voilà, les hommes peuvent prendre plaisir à des expériences en fait qui sont complètement fictives, c'est-à-dire, en fait, vous voyez tous les plaisirs de l'ordre de la mode, par exemple, ou qui tiennent en fait essentiellement non pas à l'expérience qu'on fait, mais en fait au fait que d'autres personnes
voit ce que nous faisons et approuve ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, porter, je sais pas moi, un t-shirt, un vêtement de telle marque, en soi, c'est pas une expérience qui par elle-même procure du plaisir. Ce qui procure du plaisir, c'est le fait que les autres connaissent cette marque, voient la petite étiquette ou le symbole, le logo, le tag, etc. Et se disent, ah oui, quand même. Ray-Ban, hein, quand même, attention. Bon, alors qu'en fait, en soi, c'est pas plus plaisant d'avoir sur le nez des Ray-Ban que de, je sais pas quelle marque de lunettes. Bon, et ainsi de suite, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes, voilà, se consacrent à des plaisirs qui n'en sont pas, hein, et nous nous mettons à vivre à travers le regard d'autrui, à travers les jugements d'autrui, et c'est une façon finalement de nous exclure de notre propre expérience de la vie, et c'est cela qui, pour Épicure, rend les hommes malheureux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le malheur et le bonheur, pour Épicure, sont des façons de vivre plus intense ou moins intense. Enfin, je devrais dire plus dans le présent, plus dans l'expérience ou moins dans l'expérience. Donc en fait, celui qui est malheureux, celui qui est à l'écart de l'expérience, qui ne vit pas sa vie, hein, et celui qui est heureux, au contraire, c'est celui qui est dans l'intensité du présent et qui est concentré sur le temps présent, sur le moment présent. Hein. C'est ça, je crois, le bonheur et le malheur pour Épicure. C'est pour ça qu'il enfin oui, les biens et les maux ne peuvent être que des sensations, nous dit Épicure. C'est-à-dire qu'en fait, la sensation plaisante, la sensation du bonheur, c'est la sensation qui fait qu'on est conscient d'être ici, d'être maintenant, d'être présent au monde, quoi. Hein. C'est ça, je crois, pour Épicure. Bon, alors du coup, oui, quelques mots sur intelligence et plaisir. En fait, les plaisirs ne valent rien quand on les coupe de la conscience de leur vraie valeur. Hein. Et notre expérience quotidienne nous induit en erreur, en fait. Hein. C'est-à-dire que notre expérience quotidienne nous fait miroiter des expériences comme plaisantes, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Et en fait, là, il y a quelque chose de tout profondément socratique chez Épicure. C'est d'une certaine façon à distance un émule, un élève de Socrate, hein, au sens où les biens ne valent rien sans la compréhension de leur valeur. Donc, par exemple, le plaisir ne vaut rien si on n'est pas capable de comprendre en fait le vrai prix du plaisir, ce qui procure véritablement le plaisir. Je reparlerai peut-être à la fin du Grand 2. La classification des désirs. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement connu chez Épicure. Bon, il faut connaître ça quand on se présente au baccalauréat. Épicure, en fait, distingue trois classes de désirs. Vous allez voir, ça rejoint en fait ce qu'on était en train de dire. Il y a selon lui les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels et non nécessaires, et enfin les désirs non naturels. Donc non naturels, du coup, ils ne sont pas non plus nécessaires. Alors, en fait, ce sont trois types de désirs différents qui vont nous faire vivre de trois façons différentes. Les désirs naturels. Ce sont les désirs qui, par eux-mêmes, en fait, vont nous procurer du plaisir. Ces désirs-là ne nous trahissent jamais. Alors, parmi ceux-là, on en trouvera qui seront nécessaires et d'autres qui seront non nécessaires. Alors, ceux qui sont nécessaires, ce sont ceux qui sont nécessaires à notre survie. Autrement dit, ce sont en fait les besoins du corps humain. Bon. Ces désirs-là, étant naturels, étant nécessaires, ils ont leur mesure en elles-mêmes. En fait, le bien, pour tous les Grecs en général, le bien, c'est ce qui est limité, c'est-à-dire ce qui a sa mesure en soi-même, ce qui est équilibré, ce qui est harmonieux. Et les désirs naturels et nécessaires, en fait, ils sont harmonieux parce qu'en fait, on sait quand s'arrêter. Quand on a faim et qu'on mange, en fait, on ressent progressivement la replétion, c'est-à-dire le fait de se remplir, hein, d'être repu. Et puis, quand on atteint ce point, ben, en fait, on le sait automatiquement. Par conséquent, on sait quand il faut s'arrêter, et on sait parfaitement que si on continue à manger alors qu'on est repu, alors qu'on a suffisamment mangé, en fait, ça va devenir désagréable, ça va devenir déplaisant. Et en fait, c'est simplement une fausse éducation, c'est simplement l'exemple, le mauvais exemple de nos amis, de nos compagnons qui fait, que voilà, parfois on est amené à trop manger ou à trop boire, ou etc. Non pas parce que en fait en soi c'est plaisant, notre corps nous dit stop, hein, et il faut apprendre à écouter ce que le corps nous dit et à s'arrêter à temps pour que en fait ces expériences restent des plaisirs et ne deviennent pas en fait des expériences douloureuses ou désagréables. Hein. Comme on a déjà eu l'occasion de le dire, je crois.
excusez-moi, en cours. Euh, le meilleur des plats, voilà, le plat que l'on préfère, voilà, si on en fait des excès, si on en mange au-delà du raisonnable, au-delà de la replétion, en fait, ça va devenir carrément désagréable et on peut même s'en dégoûter à vie, hein. Bon, alors voilà, ça ce sont les désirs naturels et nécessaires. Ces désirs-là, donc, ils ne nous trahissent jamais, ils conduisent à à des expériences qui sont toujours positives et toujours satisfaisantes. On ne peut pas, par exemple, se lasser de boire de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un moment où on peut se dire ah l'eau vraiment c'est mauvais, enfin, une boisson répugnante. Non, en fait, à la limite, on peut être insensible au plaisir de boire de l'eau. On peut se dire bon, c'est pas très intéressant, mais on ne peut pas y trouver du désagrément, hein. De même, pour les aliments les plus simples et les meilleurs pour la santé, on ne peut pas y trouver du désagrément. On peut simplement éprouver de l'indifférence quand on a en fait été trop habitué à manger des choses artificielles et sophistiquées, hein. En fait, je sais pas si vous avez compris, mais Épicure, vraiment, c'est le partisan d'une vie simple, hein, d'une vie. En fait, à l'opposé de ce qu'on appelle généralement l'épicurisme. Quand on parle de l'épicurisme, souvent, on parle d'un mode de vie qui recherche en fait tous les plaisirs au maximum et qui est complètement différent en fait de la philosophie que défend Épicure lui-même. Quand on dit de quelqu'un qu'il est épicurien, on veut dire par là qu'il adore se remplir le tiroir caisse et que en fait et voilà il court après tous les plaisirs et c'est pas du tout ça la philosophie d'Épicure. C'est la philosophie du plaisir modéré. C'est pas le plaisir à tout prix. C'est pas ça du tout. Bon, alors, la deuxième classe, ce sont les désirs naturels non nécessaires. Alors, ceux-là, ils restent bons, dans la mesure où ils correspondent à notre nature, ils correspondent à ce qui est bon pour nous, hein, mais la nuance, c'est que ceux-là ne sont pas nécessaires à notre survie, et par conséquent, ils sont déjà plus éventuellement plus trompeurs. En soi, ils sont bons, c'est-à-dire qu'en soi, ils ajoutent un agrément à l'existence. Alors, les désirs naturels non nécessaires, c'est par exemple manger un bon gigot d'agneau. En fait, c'est pas nécessaire pour survivre de manger un bon gigot d'agneau, mais c'est vrai que c'est plaisant, hein. C'est vrai que voilà, c'est boire un bon verre de vin. En soi, c'est pas quelque chose qui est nécessaire à notre existence, mais c'est plaisant. Ou encore, les plaisirs sexuels, pour Épicure, font partie des plaisirs naturels et non nécessaires. C'est-à-dire que en soi, ils sont bons pour notre organisme, ils sont bons oui, pour le corps, pour la santé. Même si on peut également s'en passer pour vivre. Mais en fait, tous ces plaisirs-là vont ajouter un agrément supplémentaire à l'existence, en sachant que ce sont ces plaisirs-là qui peuvent aussi glisser et devenir des plaisirs aliénants, des plaisirs qui nous tirent hors de nous-mêmes. Et c'est tout à fait le cas de ces fameux désirs de la troisième classe, les désirs non naturels. Alors ceux-là, les désirs non naturels, les désirs artificiels, ceux-là, ils ne correspondent pas à notre nature et par conséquent, ils sont illimités. Et souvenez-vous, je vous disais tout à l'heure, le bien, c'est ce qui a sa mesure en lui-même. Eh bien, ces désirs sont illimités, c'est-à-dire qu'en fait, bah, quand on commence par exemple à chercher la domination ou à chercher l'argent, ou chercher, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mesure. Pour dire pourquoi, je sais pas moi, je m'arrêterais à gagner 1 million d'euros. Je veux dire, pourquoi pas deux, hein. En fait, dans la mesure où ça ne correspond pas à quelque chose dans mon corps, ce sont des désirs infinis, des désirs vagues, et effectivement, on ne peut jamais être repu, on ne peut jamais en avoir assez. Donc en fait, ces désirs vont, pour le coup, devenir complètement aliénants parce que en fait, bah, finalement, plus on a de richesse, plus on en désire. Enfin, je veux dire, si on commence à désirer de la richesse, il n'y a pas de raison de se dire à un moment donné, bon, c'est bon, maintenant je suis arrivé où je voulais, hein. Donc en fait, ces désirs-là sont aliénants, hein. Ce sont les désirs qui sont relatifs au pouvoir, à la domination, à la richesse, et ces désirs-là, en fait, rendent les hommes malheureux et les trop ici, c'est-à-dire qu'en fait le problème de ces désirs non naturels, de ces désirs infinis, hein, c'est qu'on ne peut pas les satisfaire. Ceux-là sont insatiables, pas les autres, hein, pas les deux premiers, mais ceux-là par contre sont insatiables. On peut pas, insatiable, ça veut dire qu'on peut pas les satisfaire, hein. Je vous l'écris. Attends, non, je vais le mettre un peu plus haut. Les désirs non naturels ils sont insatiables. Ça s'écrit comme ça.
Et donc, il nous entraîne vers de fausses expériences, c'est-à-dire que il nous éloigne de l'expérience de la réalité. Maintenant, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus abstrait que de chercher l'argent ou de chercher l'opinion des autres, de chercher la gloire, de chercher à être aimé, de chercher à être admiré. C'est ce qui nous détourne en fait de notre expérience de la réalité. C'est ce qui fait que voilà, parfois certains peuvent vivre dans dans des conditions qui sont en fait qui sont bonnes, qui sont bien, je veux dire des gens qui sont intelligents, beaux, en bonne santé, bon qui ont tout pour être heureux et qui en fait vont se tourmenter parce qu'ils veulent savoir combien de vues a fait leur vidéo sur YouTube, hein, ou bien je sais pas, enfin savoir s'ils sont aimés, admirés de telle personne, si telle autre a pas dit du mal d'eux, enfin bon bref, enfin, vous voyez le désir finalement de l'opinion, hein, avoir une opinion favorable parmi les autres. Bon, c'est quelque chose qui est totalement incontrôlable. On peut pas décider ce que les autres vont penser de nous. Donc, si on se met à faire dépendre son bonheur de l'opinion des autres, en fait, bon, bah, en fait, on s'éloigne de la réalité. Au lieu de vivre ce que l'on vit, de profiter voilà, de ce qu'on a, eh bien, on se met à poursuivre des fantômes, hein, des fantasmes qui nous détournent de notre expérience, qui nous détournent de la vie. Voilà. Alors, je vais poursuivre le, le petit 3 dans une prochaine vidéo. Donc j'arrête ici et je fais le 3 juste après.